Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Février 2022, la Russie envahit une bonne partie de l'Ukraine. Depuis, embargo, répercussions, le monde n'a pas arrêté de bouger. C'est une date, effectivement, qui restera dans l'histoire. Mais la guerre, elle finit quand? Elle fait des milliers de morts tous les jours, des dizaines de milliers, les semaines, les mois. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est plié ou est-ce que ça va encore continuer longtemps? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Il revient de guerre. Est-ce qu'il revient de guerre? Quelquefois, il ne revient pas. Il revient les pieds devant. Et voilà, et c'est la guerre aussi. C'est ça, c'est le nombre de morts, de blessés, etc., etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? On entend tout et son contraire. On voit ce qui se passe en Amérique avec les répercussions, effectivement, avec le shutdown à peine évité et les milliards promis à l'Ukraine. Pour le moment, ils sont effectivement relégués à 45 jours. Ce qui se passe en Slovaquie, certains disent attention, aujourd'hui, on ne va plus donner tout ce qu'on a à donner, etc. Alors, on va en parler avec Guy Métan. Bonjour Guy Métan. Bonjour. Bonjour, vous êtes député au Grand Conseil du canton de Genève, vous êtes journaliste et vous êtes auteur d'un livre qui a fait date, que je suis en train de lire pour tout vous dire, avec beaucoup d'intérêt, Russie-Occident, une guerre de 1000 ans. Alors on ne va pas retracer la guerre de 1000 ans entre Russie et Occident, mais cette guerre qui dure depuis 1 an et demi, maintenant un peu plus d'1 an et demi, avec depuis donc février 2022. Alors aujourd'hui, effectivement, Guy Métan, vous suivez, vous, avec beaucoup de précision et beaucoup d'attention, qu'est-ce qui se passe exactement? Je veux dire par là qu'on entend 2 sons de cloche aujourd'hui, enfin 2, plusieurs, mais certains qui disent, et y compris en Amérique, y compris par des généraux comme McGregor, comme des essayistes comme Colin Rugg et tout ça, c'est fini, c'est plié, comme Sermon Hersh, le journaliste américain. Vous voyez, je donne que des informations venant des États-Unis. Oui, c'est plié, ça y est, les Russes ont gagné, simplement, voilà, chacun gagne du temps, et c'est autre chose. Quelle est votre analyse? Oui, je pense que c'est assez juste. Personnellement, je ne pense pas que le conflit soit tout à fait plié, parce que malgré le fait que les Ukrainiens sont à la peine, ils ont encore des ressources et les livraisons d'armes tendent quand même à se maintenir, je dis malgré toutes les difficultés de ces dernières semaines. Ouais. Ce qui est intéressant de constater, c'est que si vous lisez le New York Times, vous avez fait référence à des auteurs américains, c'est la première fois dans un journal qui ne peut pas être suspecté de poutinisme qu'on constate, qu'on relève le fait que depuis le début de l'année, les Russes ont conquis 500 km² de terrain, alors que les Ukrainiens n'en ont conquis depuis le début de leur offensive que 200 km². Donc il y a un avantage net pour les Russes de 300 km². Ça n'est pas grand-chose, mais c'est quand même significatif des difficultés que rencontrent les Ukrainiens sur le terrain et qui, à mon avis, font dire, peut-être de façon un petit peu trop optimiste, à certains que tout est déjà plié. Personnellement, je pense qu'il y a encore suffisamment de ressources pour que le conflit dure encore quelques mois. Oui, mais alors justement, Guy Métan, au-delà des sympathies ou des antipathies, on n'est pas là pour prendre position de ce point de vue-là, mais il y a quelque chose qui est là. Est-ce que les deux parties, pour des motifs complètement différents, n'ont-ils pas intérêt, et c'est triste à dire, à prolonger en tout cas la guerre, à faire que la guerre se prolonge pour des motifs électoraux pour les uns, je dirais financiers et autres pour les autres, parce qu'on a l'impression que voilà, ça dure et on ne voit pas du tout, on ne parle pas de négociations, on ne parle même pas de rencontres, d'accord. Pour le moment, il n'y a rien de cela, il y a des invectives et il y a des bras de fer et des grandes rodomontades. C'est quand même assez triste. Oui, absolument, non, bien sûr. Puis, en plus, on ne peut même pas parler de paix parce que toutes les personnes qui osent parler de paix, qui sont aux États-Unis ou en Europe, sont immédiatement brocardées comme des traîtres, comme des amis de Poutine, etc., ce qui est quand même un comble quand on pense justement à notre propre continent et les guerres mondiales qu'il a subies. Oui. On dirait que la paix est devenue un gros mot de nos jours. Mais si, effectivement, si on revient sur ce qui se passe sur le terrain, on constate que personne ne veut cette paix. Les Russes l'ont dit, eux, ils ont le temps.
ils ont le temps pour eux. Maintenant, ils sont accoutumés. C'était pas ce qu'ils avaient forcément prévu en février 2022. C'est clair. Et maintenant, ils sont tout à fait faits à l'idée que le conflit allait durer. Ils se sont recroquevillés dans leur forteresse. On voit que c'est pratiquement inexpugnable, leur situation est pratiquement inexpugnable, et que les autres s'usent à force de les attaquer avec des pertes qui sont à peu près 8 à 10 contre 1. Donc les Russes peuvent tenir. Est-ce que ce sont de vrais chiffres? Tant qu'il faudra. Oui, alors justement, Monsieur Bétard. Donc ils n'ont pas intérêt à négocier. Ouais. Et puis les Ukrainiens, le problème qu'on ne rappelle jamais, c'est que les Ukrainiens ont fait passer une loi, Zelensky a fait passer une loi qui interdit de négocier. Ah, il y a une loi qui interdit de négocier. Oui, absolument, absolument. Non, si vous pas prononcez le mot négociation en Ukraine, vous passez pour un traître. Donc, évidemment, en se forçant lui-même à ne pas négocier, si lui-même enfreint la propre loi qu'il a fait passer, eh bien, il va passer aussi pour un traître et pour un capitulaire. Donc, il est dans une impasse. Oui, il y a une espèce de double contrainte, quoi, des taux. Mais ces chiffres, juste, parce qu'on les a entendus, ces chiffres, est-ce qu'elles sont vraiment fiables quand vous dites à 1 contre 8, les victimes, c'est 8 Ukrainiens pour 1 Russe qui tombe? Est-ce que ce sont des chiffres fiables? On n'a pas de certitude, parce que un camp comme l'autre ont mis un tabou sur les chiffres. C'est interdit de parler des pertes en Ukraine. Ça n'est pas possible aussi d'en parler en Russie, parce qu'il n'y a pas de chiffres qui ont été publiés maintenant depuis longtemps. Et disons, d'après les experts, d'après ce qu'on voit circuler de part et d'autre, on peut constater, on peut dire avec une certitude assez forte que ces pertes sont, je dis, à peu près de 8 contre 1. On parle de à peu près 500 000 morts, blessés ou personnes hors de combat en Ukraine, et du côté russe, entre 50 et 60 000. Personne ne peut être sûr de ces chiffres, bien sûr, mais ça paraît assez probable au vu de ce qui se passe maintenant sur le terrain. Alors justement, parlons un peu des conséquences qu'on vit actuellement. Il semble que dans les pays baltes, dans l'Europe centrale et de l'Est, où il y avait un front anti-russe, en tout cas assez fort, c'est le moins que l'on puisse dire, et légitime, en tout cas pour les Polonais et autres, pour leurs raisons qui leur sont propres, les souvenirs de l'Union soviétique. Mais on va parler de votre livre et du sujet au fond après. Mais une chose, la Slovaquie est en train de dire, nous, on va stopper. D'autres pays en train de dire cela. L'Amérique, il y a effectivement les Trumpistes qui veulent qu'on arrête absolument l'aide à l'Ukraine, et les autres qui disent, pas question, il faut continuer absolument. Et je voudrais que vous que vous me disiez vos sentiments sur le fait que, évidemment, comparaison et paraison, et c'est beaucoup plus petit, qu'on n'a pas du tout eu la même chose quand, depuis hier, 120 000 Arméniens ont quitté le Haut-Karabakh et ont été chassés par les Azéris. Là, on en parle beaucoup moins pour des raisons évidentes. Mais voilà, je voudrais que vous me disiez par rapport à ça, c'est-à-dire les ondes de choc, si vous voulez, un peu partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou à côté en Arménie. Tout à fait, tout à fait. Non, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait en Occident? On a déshabillé Joe, Emmanuel et Olaf pour habiller Volodymyr, sans se poser la question du sens qu'on faisait, du but qu'on cherchait à atteindre, pourquoi on le faisait. On ne s'est jamais demandé le pourquoi. Il fallait soutenir le nez dans le guidon de façon aveugle l'Ukraine, mais sans qu'on se pose jamais la question, est-ce que c'est possible, pour quel résultat, etc. Et forcément, à force de faire ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les peuples se rebiffent. Maintenant, on commence à constater que la plaisanterie, je m'excuse, mais de cette expression, mais a assez duré, et qu'il faudrait mettre fin au massacre parce qu'on n'en voit pas d'issue. Et plus il y a de morts, plus cette guerre devient absurde, en tout cas du côté ukrainien, parce qu'on massacre des centaines de milliers d'Ukrainiens. J'ai bien compris que vous disiez plaisanterie. Oui, bien sûr. C'est pas une plaisanterie, mais j'ai bien compris comment vous le disiez. C'est une tragédie, c'est une tragédie. Bien sûr. Et donc, ça légitime les réactions violentes des peuples, comme on peut le voir maintenant en Slovaquie, comme on le voit aussi aux États-Unis. Parce que ce qui s'est passé cette nuit au Congrès, où on a balancé le président de la Chambre des représentants, c'est aussi une révolte, on va dire, des élus contre le fait qu'on donne
à l'Ukraine, on balance des milliards sans se poser de questions sur l'utilisation de cet argent, sur la corruption, sur la nécessité de livrer des armes, je dis, sans qu'on obtienne de résultats. Oui. Donc c'est ça qui explique ce ras-le-bol qu'on voit monter en Europe. On l'a vu monter aussi en Pologne, c'est le même phénomène. Il y aura d'autres pays qui seront aussi frappés par la même évolution. Et pour revenir et c'est d'autant plus scandaleux pour les opinions publiques qu'elles insistent, comme vous l'avez dit, au fond, à l'invasion, enfin à l'anéantissement du Karabakh sans qu'on réagisse. Alors d'un côté, on peut anéantir les Arméniens, aucun problème, ça pose aucun problème à personne. Et puis alors de l'autre, pour l'Ukraine, il faudrait se battre jusqu'à la mort, jusqu'au dernier Ukrainien. Ça n'a pas de sens. Ouais. Si on est dans une opinion, si on est dans le grand public qui se bat tous les jours pour gagner sa vie, aller au travail et qui voit qu'on dépense son argent en pure perte. Oui. Alors on va juste continuer quelques temps après cette petite pause, Guy Métan. On vous retrouve dans quelques minutes, en 2 minutes. À tout de suite. Restez bien avec nous sur Sud Radio. On va continuer de parler de ce conflit russo-ukrainien avec vous aussi au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Et nous sommes toujours avec Guy Métan, député au Grand Conseil du canton de Genève et auteur de ce livre que je vous recommande, qui a été écrit il y a quelques années, mais qui reste d'actualité, Russie-Occident, une guerre de 1000 ans. Guy Métan, je voudrais prendre un peu, parler du côté, on a bien parlé du côté militaire, du côté économique. Vous vous rappelez, il y a eu quand même aujourd'hui, il y a eu l'embargo, et on a vu les effets justement de l'embargo, de la saisie des avoirs financiers russes, SWIFT et compagnie, et puis de l'immortelle phrase de notre non moins immortel ministre de l'économie, nous allons mettre à genoux l'économie russe. On a vu à quel point l'économie russe était à genoux. Mais plus généralement, effectivement, est-ce que sur les peuples, vous parliez des peuples d'Europe et tout ça, vous pensez que ça a joué aussi dans certaines réactions, le fait de cet embargo économique qui n'a pas vraiment fonctionné comme on pensait? Absolument. Absolument. Puisque, comme vous l'avez mentionné, votre ministre, M. Le Maire, avait annoncé que l'économie, grâce aux sanctions prises par l'Union européenne, l'économie russe allait s'effondrer. Ça ne s'est pas du tout produit pour une raison très simple. C'est qu'on a complètement sous-estimé la capacité, la résilience de l'économie russe. Parce que ces gens ne voyagent jamais en Russie, n'écoutent pas, à force d'avoir que des préjugés sur les Russes, refusent de voir la réalité. Moi, je trouve que j'ai calculé l'autre jour, j'avais été 75 fois en Russie, j'ai été 75 fois en Russie ces 25 dernières années. Donc, je ne dis pas que je connais la Russie, mais je prétends, disons, la connaître un peu mieux que M. Le Maire. Et j'ai pu constater, en visitant des usines, en visitant la campagne, que l'économie russe était plus forte et naturellement plus résiliente qu'on le disait. Ça s'est révélé exact, ne serait-ce qu'en matière d'agriculture. On l'avait déjà vu après 2014 avec les sanctions agricoles. Tout d'un coup, la production agricole russe explosait et la Russie devenait le premier producteur mondial de blé. Ce qui n'était pas le cas avant, c'était les États-Unis qui étaient en tête. Donc ça, c'était des signaux durs, on va dire, du potentiel de l'économie russe. Donc ce n'est pas du tout étonnant que la Russie ait très bien pu passer cette étape, encaisser le choc et puis réagir. Puis maintenant, on voit qu'avec les mesures stupides, je ne peux pas dire autrement, mais prises par l'Union européenne, on se tire une balle dans le pied en supprimant l'approvisionnement russe en énergie bon marché. C'est pour ça qu'on va acheter le pétrole russe dans l'Azerbaïdjan et on le paye plus cher que l'on payait avant. Oui, c'est l'Azérie, l'économie azérie, on la paye avec le pétrole. Alors évidemment, les Européens qui doivent acheter leur diesel, leur gazole à la pompe, voient tout de suite la différence. Alors on explique que c'est dû à toutes sortes de choses, mais c'est dû par les décisions. D'abord, c'est dû aux décisions stupides qui ont été prises par l'Union européenne. On ne peut pas le dire autrement. Alors on peut tromper les gens et le peuple pendant un certain temps, mais on ne peut pas le tromper tout le temps. Et maintenant, on arrive un peu à ce moment de vérité. Eh bien, écoutez, ce moment de vérité, on verra jusqu'où il ira. Merci Guy Métan, merci pour vos éclaircissements. Merci à vous, merci de votre accueil. Sud Radio André Berkoff.
Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Yann, vivement ce soir qu'on se couche, à une condition que quand on se couche, qu'est-ce qu'on voit dans son lit? Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur a voulu punir les habitants de Paris et de la Terre, les punaises de lit, puisqu'il faut l'appeler par leur nom, les punaises de lit. Vous avez remarqué, on ne parle plus que de ça. Depuis 48 heures, les punaises de lit, l'horizon indépassable, le reste, oui, le chômage, l'économie, le pouvoir d'achat, etc. Oui, bien, l'inflation, bien sûr, l'insécurité et la violence. Mais alors là, mais c'est pire que les dealers de drogue, mais c'est pire que tout. Nelly Garnier, bonjour, vous êtes conseillère de Paris, vous êtes également conseillère à l'Île-de-France, vice-présidente du LR, c'est bien ça? C'est ça. Alors, ces punaises de lit, au fond, elles existent depuis longtemps. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, c'est devenu alors vraiment l'horizon, quoi? Alors déjà, il y a une prolifération quand même, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments où il y en avait plus, il y a des moments où il y en a moins. Là, on voit, alors c'est difficile à expliquer, peut-être aussi que c'est un peu l'après-Covid, les voyages ont repris, il y a plus de brassage dans l'espace public. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que nous disent les entreprises, c'est difficile d'évaluer quel est l'état on va dire, de l'invasion, de cette invasion. Ouais. Mais on va dire que sur les 5 dernières années, on estime qu'il y a quand même un foyer sur 10 qui a été touché, c'est énorme, surtout quand on sait la difficulté à s'en débarrasser. Et puis, depuis un an, entre l'été 2022 et l'été 2023, les entreprises de désinfection nous disent que leurs interventions ont augmenté de 65%. Donc on voit bien qu'on est sur une forte progression sur la France. Et alors sur Paris, ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu mis sous le boisseau. Et d'ailleurs, moi je suis dans un groupe politique où il y a un an, on avait dit attention, on sent que ça monte, faut intervenir, il faut éliminer, parce que plus on laisse proliférer, plus on a du mal ensuite à éteindre la prolifération. Oui. Et donc on avait alerté Anne Hidalgo pour qu'il y ait une action qui soit mise en place sur les nuisibles, et en particulier sur les punaises de lit. Il n'y avait rien eu. Et là, cet été, il y a eu les fameux cinémas qui ont fait que on s'est dit finalement ça intervient dans l'espace public. Et pour répondre à votre question, je pense que ce qui fait qu'il y a un peu cet effet panique, c'est qu'avant, c'était quelque chose qu'on avait chez soi, un peu comme on peut avoir des cafards, des mythes alimentaires, même si c'est beaucoup plus difficile de s'en débarrasser, et puis c'est beaucoup plus compliqué de vivre avec. Mais voilà, on se disait, c'est des parasites qui peuvent dans la maison, prendre possession de la maison. Là, on en voit dans les trains, on en voit dans certaines écoles, ça a eu lieu à Marseille, à Paris, c'est vraiment les villes de gros brassage, et donc il y a un peu cet effet panique, et puis on se dit, on est à 6 mois des JO, on va avoir le monde entier qui arrive à Paris, qui va être dans les hôtels, dans les Airbnb, et ça va encore plus brasser. Donc il y a une angoisse qui monte. Alors après, on peut parler des trains pour aller dans les stades, etc., etc. Oui. Après, on peut parler des solutions et de leur pertinence. Allons-y pour les solutions. Est-ce qu'il y en a? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand généralement il y a un phénomène, il y a alors là, on est toujours dans les recettes. Alors, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, il a dit qu'il faut faire des assises de la punaise de lit. Là, je crois que vous qui en avez eu, je crois que vous attendiez pas des assises de la punaise de lit quand vous en avez eu. Il faut apprendre à vivre avec. Voilà, et alors il faut apprendre à vivre avec, parce que eux, ils ont l'ambiance écolo animaliste, qui surtout, faut pas toucher aux rats. On a 6 millions de rats à Paris, plus que d'habitants. Et puis on a les punaises de lit, il faut apprendre à vivre avec. Et puis après, il y a eu la France Insoumise qui, avec son sens de la mesure, est arrivée avec sa fiole, Mathilde Panot qui arrive avec sa fiole. Et eux, à l'Assemblée nationale. Et eux, c'est la folie législative. Bon, on a plus de 10 000 lois en France, 230 000 décrets. Qu'est-ce qu'ils veulent faire quand on ne sait pas quoi faire, on fait une loi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, moi, je vois pas. Je pense que ni des assises, ni une loi ne régleront le problème. Le problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on épaule les gens, parce que c'est très très lourd de faire face à des punaises de lit. Et puis, il faut qu'on gère le collectif. C'est-à-dire que nous, quand il y a un an, on a interpellé Anne Hidalgo, le groupe dans lequel je suis, qui est présidé par Rachida Dati, c'était pour dire, oui, attention, on aide les gens à bien comprendre comment s'en débarrasser, on fait de la sensibilisation, on le fait dans les logements sociaux. On sait que le parc social est très important à Paris et que ce sont les propriétaires qui sont responsables de la gestion des punaises de lit. Et puis on gère le collectif. Le collectif, ce sont les EHPAD, les écoles, ce sont aussi les cinémas, tous les lieux, les cinémas, mais on voit aussi la problématique des théâtres. Je veux dire, pour l'instant, personne ne pense aux théâtres tant qu'ils ne seront pas touchés. Et donc, on a quand même un risque économique, parce que, moi, je vais vous dire, les cinémas sont abandonnés,
abandonné, les théâtres sont abandonnés, tout est. Mais oui, et déserté. je vais vous dire, j'ai pris le train dimanche pour aller à Valence, d'ailleurs, la rentrée des jeunes LR, Oui. et j'ai quand même inspecté mon siège en m'asseyant. C'est-à-dire qu'on met les gens dans une situation de stress, et c'est vrai que Paris est déjà une ville où quand vous sortez, vous dites, bon, on vous dit retire ton collier, tiens ton sac, attention au rat, faut pas marcher dans, je dirais pas dans quoi. Si en plus vous êtes dans le stress de vous dire, en m'asseyant dans le métro ou dans le train ou dans le cinéma, je risque de ramener chez moi des punaises de lit, bah, ça rend encore plus difficile la vie la vie en ville, quoi, la vie urbaine. Et donc, voilà, nous, ce qu'on appelle, c'est des brigades de lutte contre les nuisibles. Et que dans les nuisibles, il peut aussi y avoir les rats, c'est-à-dire tous ces animaux, toutes ces espèces qui se développent du fait d'être dans des grandes villes, qui est beaucoup de brassage. L'hygiène, Et puis, oui, parce que vous savez, une ville, ça a la compétence de la salubrité publique. Hein. La salubrité, c'est pas que la propreté, c'est aussi lutter contre les épidémies et les invasions de nuisibles. Et donc, c'est la compétence d'abord de ceux qui sont plus proches des citoyens. Donc, plutôt que de la dire, municipalité, de la ville, mais oui, plutôt que de dire on va aller faire une nouvelle loi à l'Assemblée, déjà que les villes, vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, Paris, on a toujours l'impression qu'on n'a pas de moyens, que c'est la ville la plus pauvre du monde. C'est 10 milliards de budget annuel, c'est 55 000 agents. Il y a une taxe foncière qui vient d'augmenter de 62%. Donc il y a des moyens d'agir. Les gens, ils comprennent pas qu'on leur dise on va mettre des gens, on va subventionner des millions pour des cours de patchwork ou vous voyez, des associations inutiles, et on ne répond pas à leurs problèmes du quotidien. ou de végétalisation, ou de raté. Mais aujourd'hui, ils ont un problème du quotidien, ils ont le problème des punaises de lit, il faut qu'il y ait une action pour les aider, parce qu'il faut éliminer le foyer le plus tôt possible pour éviter la prolifération. Parce que là, si vous laissez partir, je vous ai dit, plus 65% d'intervention, et on n'a pas les chiffres sur Paris. Par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire que là, avec les JO, si on ne traite pas le problème d'ici là, ça peut, et puis bon, pour les hôteliers, c'est un vrai problème. Hein. Et puis, je vous dis, on a la problématique des cinémas indépendants, des théâtres, hein, tout ça, ils n'ont pas des moyens à l'infini. Et vous le savez, quand on a des punaises de lit, souvent on vous calcule le prix de l'intervention, qui est autour de 900 €. Mais, quelquefois beaucoup plus d'ailleurs. Mais en réalité, souvent les gens sont obligés de se séparer de leur literie et de leur canapé, qui sont quand même les postes parmi les plus élevés dans l'ameublement, dans l'aménagement d'une maison. Pendant ce temps-là, parce qu'ils peuvent pas rester chez eux. Enfin. Et c'est pas pris en charge dans les assurances de base. Hein. Donc, il y a pas, oui, je crois ils sont en train d'en discuter, mais il n'y a pas assurance punaise de lit. Non, ça fait pas partie de l'assurance de base. Donc ça veut dire que c'est un coût que les gens assument et qui est un coût très important. Et on est dans une période où quand même le pouvoir d'achat c'est pas simple. Et donc c'est pour ça que la préoccupation, je vais vous dire, les gens se disent si je dois rajouter le fait de changer ma literie, mon canapé et tout ça, je vais pas pouvoir m'en sortir financièrement. Vous, ce que vous dites, Nelly Garnier, mobilisons-nous, nous avons assez d'agents, nous avons assez de personnel, que les gens se mobilisent et surtout que les citoyens eux-mêmes soient informés de ce qu'il faut faire très précisément. Il faut que les collectivités et en particulier les communes se mobilisent. À Paris, on a une problématique qui est propre à la situation parisienne. Il faut que la mairie de Paris s'en saisisse plutôt que de reporter à l'infini d'assises ou de propositions de loi ou projets de loi. Il faut s'en saisir, il faut bien informer les citoyens, bien les relayer vers les entreprises qui vont pouvoir les aider. Il faut mettre le paquet sur les logements sociaux en donnant des objectifs très élevés aux bailleurs. Et puis, il faut régler tous les espaces collectifs qui sont les transports en commun, qui sont les écoles, qui sont les EHPAD, et les gymnases aussi. C'est-à-dire un certain nombre de lieux qui sont de la compétence de la ville. Et puis, il faut aider les acteurs qui pourraient être en difficulté. Je vous ai dit, les cinémas indépendants ou les théâtres. Et vous dites qu'on a les moyens de le faire. Bien sûr qu'on a les moyens. C'est une question de volonté politique. Vous savez, vous l'avez vu, quand vous avez des nuisibles chez vous, il faut de la volonté pour les faire partir. C'est pareil, quand vous les avez à l'échelle d'une ville, si vous êtes dans le laisser-aller, ça part dans la prolifération et ça devient insupportable pour les gens, avec des séquelles psychologiques lourdes, parce qu'on ne le répète jamais assez. Ça rend fou d'avoir des punaises de lit chez soi. C'est sûr. Merci Nelly Garnier. Écoutez, on va continuer le combat, ce n'est qu'un début contre les punaises de lit. Merci Nelly Garnier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, vice-présidente des Républicains et conseillère de Paris. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train. Ah non, c'est pas le train que j'entends siffler, mais c'est quoi que j'entends siffler? Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces sifflets? Qu'est-ce que sont ces ourfaris? Ce charivari, c'est quoi ça? Cette bronca? Eh ben c'est pour accueillir le président Emmanuel Macron à Toneil, oui, à Toneil, dans le Lot-et-Garonne. Et bien voilà, ça se passe, on comprend pas. Tous les lundis maintenant, le président Macron est à la télévision pour annoncer un certain nombre de choses. Et puis dès qu'il part en province, eh ben on entend toujours ces Gaulois réfractaires, mais enfin c'est pas possible. Mais du point de vue de la communication, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vraiment, on ne comprend pas. Pourtant, il dit des choses à Toneil. Il a dit des choses. Regardez ce qu'il a dit sur les dealers, sur la drogue, par exemple. Écoutez. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et je remercie l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure. On pilonne tous les points de deal. On ne les laisse pas au repos. Ensuite, on met en place, grâce à un office national qu'on a structuré en 2018, pour lutter contre les stupéfiants. On met en place des enquêtes très dures pour démanteler les réseaux de drogue, qu'ils soient français ou parfois d'ailleurs, quand vous parlez de Marseille, ils sont internationaux. Absolument. Et donc les enquêtes parfois prennent du temps. Et on met en place aussi, en plus des forces de sécurité permanentes qu'on met sur le terrain, des forces d'appui, coup de poing, une CRS qui a été mise en place pour cela dans les quartiers les plus difficiles. Et maintenant, le ministre de l'Intérieur, dont je salue vraiment le travail et l'engagement, a décidé de la même chose pour les forces d'investigation. Eh ben, c'est formidable. De quoi vous plaignez-vous, franchement, les hurleurs, là, hein? D'abord, c'est bien, il n'y a plus de casserole, au moins, là, ça calme un peu les choses. De quoi vous plaignez-vous? Enfin, voilà, on pilonne. Allez, les trafics, les CRS arrivent, les gendarmes arrivent. En attendant, c'est vrai que c'est un travail d'Hercule. Vous vous rendez compte un peu? La France est le premier pays consommateur de cannabis en Europe, avec 5 millions d'usagers par an. Chiffre d'affaires annuel, 1,2 milliard d'euros, selon le Service français des drogues et des tendances addictives. Oui, des millions de fumeurs, et je parle pas de la cocaïne, de l'héroïne, de l'ecstasy, etc., etc. Et puis encore, vous voyez, presque tous les jours, il se passe des règlements de compte en dealer, et puis des gens qui sont tranquillement dans leur appartement, eh ben, ils reçoivent une balle perdue. Eh ben, dis donc, c'est dur, mais voilà, on pilonne. Et c'est fatigant. Alors de temps en temps, heureusement, on peut se reposer. Vous voyez, il y avait la Fashion Week, et la Fashion Week, il a organisé un dîner pour la Fashion Week. Eh bien, il y avait effectivement un pianiste et le président Macron à côté du pianiste qui pouvait enfin se reposer. Écoutez. Et voyez, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Et oui, on n'oublie pas cela, on n'oublie pas ceux qui ont des problèmes. Vous voyez, la preuve, c'est qu'on les célèbre, on les chante même. Vous voyez, c'est formidable. Voilà, vous dites que vous êtes abandonnés, hein, SDF, mal payés, tout ça. Non, on vous chante la bohème, c'est magnifique, et bien c'est bien. Voilà, écoutez, il y a un temps pour tout, un temps pour hurler, un temps pour huer, et puis un temps pour chanter, et vogue la galère. Il n'y a jamais personne qui répond, disait Nino Ferrer. On a envie de rire, mais on a plutôt envie d'en pleurer, vous voyez. Samedi dernier, une dizaine de brancards accompagnés par les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales se sont retrouvés bloqués devant les urgences du centre hospitalier de Perpignan. Nous avions ici, nous allons en parler dans l'émission, on avait reçu Christophe Prudhomme d'ailleurs. Une situation, c'est quand même hallucinant. Et la vidéo, donc la CGT SDIS 66 a publié une vidéo. Et on voit la vidéo. On est à la radio, donc je vous la décris. On voit les sapeurs-pompiers qui accompagnent des patients allongés sur des brancards. Ils font la queue devant l'entrée des urgences de l'hôpital de Perpignan. Plusieurs secouristes montrent des signes d'impatience traduisant une attente anormale. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'était samedi, des brancards comme ça. Il dit, on n'avait jamais vu ça, a dit le secrétaire général CGT, Christophe Garcia. C'est quand même terrifiant cette histoire des urgences. Il faut maintenant qu'on montre des vidéos et qu'on voit que ce système de santé, il y a encore 20 ans, le premier du monde, eh bien aujourd'hui, voilà. 42%, je le rappelle, on l'avait dit, des services d'urgence ont fermé ponctuellement cet été, faute de personnel. 70% des SMUR répondants ont été amenés à fermer au moins une ligne durant l'été. C'est pas possible. Alors, le médecin-chef du pôle urgence du centre hospitalier de Perpignan, où ça s'est passé, ils étaient là, hein, les urgences, il dit oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ce samedi, en 13h et 15h, important afflux de patients, une trentaine d'ambulances sont arrivées d'un coup, sans compter les patients qui venaient par leurs propres moyens. Cela nous a mis en difficulté. Bon,
ça arrive, effectivement, il ne faut pas dire que tout se passe comme ça, ils se réorganisent, ils essayent de voir et tout ça. Mais enfin, il y a un vrai problème, on l'a dit, de l'urgence. Il y a d'abord les gens qui viennent pour des bobos, et ceux-là, vraiment, il faudrait qu'ils s'arrêtent, quoi. On ne va pas aux urgences pour des bobos, on va aux urgences quand il y a quelque chose de grave. Mais deuxièmement et surtout, on le sait, ça fait des années qu'on dit les mêmes choses. On a l'impression que, voilà, ça passe comme une espèce de paix sur une toile cirée, pardon de l'image. Mais non, c'est pas possible. Encore une fois, le vrai problème, vous savez, on paye des milliards d'impôts. On a près de 50% de prélèvements obligatoires. La question qui revient tout le temps, qui doit poser, où va notre argent ? On fait un audit, on est les copropriétaires de la Maison France. Eh ben, on veut savoir où passe notre argent. C'est pas difficile, montrez-le. Avec Internet aujourd'hui et la technologie, on peut le montrer. Donc, urgence et ailleurs, où va notre argent ? Le bon tabac, attention, avec modération. Là, c'est pas du tabac. Eh ben, écoutez, on est très heureux dans la profession d'accueillir un nouveau journaliste. Un journaliste, vraiment, il a peut-être pas sa carte de presse, mais il est brillant. Il est remarquable et il a trouvé une émission qui, à mon avis, doit passer tous les jours. Formidable. Ce journaliste s'appelle Olivier Véran. Oui, il est porte-parole du gouvernement, mais en vérité, il a une âme de journaliste. Il vient de faire une émission. Alors, on n'a pas les images, mais on a le son. Ça s'appelle Agora, lancer le nouveau Agora. Voilà, c'est une application pour vous consulter sur les sujets qui vous concernent. C'est-à-dire la démocratie participative. Écoutez. Ok, Charlotte, on va se mettre là à mal pour pas se faire écraser. Ah, moi, ça me semble être une très très bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques écoutent assez les Français ? Pas vraiment. Non, ouais, mitigé. On a l'impression que les politiques sont très loin des préoccupations très concrètes. Est-ce que vous savez ce que c'est que le renouveau démocratique ? Oh là là. C'est une idée de programme pour vous représenter ? Non, c'est mon ministère. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des idées pour la démocratie ? Les manières de voter sont les mêmes depuis des années. Vous êtes favorable à ce qu'on puisse voter par Internet ? Complètement. S'adresser directement aux citoyens et établir un peu le lien. Écoutez, mais chaque communauté, même si c'est pas la majorité. S'il y avait une application qui vous permette de participer, vous pourriez la télécharger ? Oui, totalement. L'idée, c'est que toutes les semaines, on puisse interroger les Français sur des sujets qui les préoccupent. Et vous pourrez aussi proposer des questions et vous aurez une réponse ensuite en vidéo du ministre. Le nom de l'application ? Agora. On a fait simple. Merci à vous. Mais merci à vous, Olivier Véran. Extraordinaire. On pensait qu'il n'y avait pas de démocratie en France. Regardez, Agora. Agora, vous allez pouvoir consulter et on va vous écouter, bien sûr. C'est formidable. Le renouveau démocratique, c'est le nom de mon ministère. C'est magnifique. On se disait, où était la démocratie ? Elle est dans le ministère d'Olivier Véran. Voilà, tout s'explique, évidemment. Alors, c'est formidable quand il dit, vous pensez que ce serait bien les consultations sur Internet ? Ah oui, formidable. Quand on sait la possibilité d'escroquer et de hacker et d'arnaquer sur Internet, oui, c'est formidable. Mais alors, dites-moi, Olivier Véran, si vous relisez la Constitution, juste comme ça, vous savez qu'il y a aussi une autre manière de consulter le peuple. Ah bon ? Quelle manière ? Le référendum. Vous avez entendu parler, le référendum. Il n'y en a plus depuis 2005. Oui, c'est vrai, ça avait disparu. Mais je vous assure, c'est encore dans la Constitution. Vous pouvez utiliser, cher Olivier Véran, le référendum. Ah bon ? Le référendum ? Ah mais non, Agora c'est mieux. Agora, vous appliquez, voilà, c'est une application, vous cliquez, la déclaration des droits de l'homme, la déclaration des droits de la femme, vous cliquez et vous allez voir, on est en démocratie participative, c'est nous le renouveau démocratique. Merci monsieur, merci monsieur. 16h04 sur Sud Radio, il est l'heure pour André Berkoff de recevoir Lisa Kamen-Herzig, professeure des écoles et auteur de ce nouveau livre, La Grande Garderie, c'est aux éditions Albin Michel. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, la Grande Garderie, je vous rassure tout de suite, je vous inquiète tout de suite, c'est pas du tout un livre sur la garde à vue, hein. C'est pas du tout. C'est un livre sur l'école. Et l'école, les petits, les moins petits, Lisa Kamen-Herzig, vous êtes professeur, institutrice, je ne sais pas comment on dit, en CM2, on dit quoi, en fait ? Mais les enfants m'appellent soit madame, soit les tout petits, ils appellent leur maîtresse. Et moi, je trouve ça très joli, maîtresse d'école. Ah oui, c'est joli. Maître d'école ou maîtresse d'école, je trouve ça très bien. Ouais, donc moi je dis, quand j'avais ma petite émission sur une chaîne concurrente, je l'avais appelée Rendez-vous avec la maîtresse. Ah, c'est joli. Je trouvais ça joli. Et les gens croyaient que c'était une émission sadomaso. Pas du tout. C'est ça. Et puis ceux qui s'attendaient à ça étaient vite déçus, je pense. Alors parlons dans ce livre, c'est vrai. Eh bien, vous faites un bon travail, j'allais dire de nettoyage au Karcher, mais ça rappelle de mauvais souvenirs. Mais vous parlez de tout, de ce qui se passe dans cette école. Et c'est vrai que depuis quelque temps, heureusement, quelques témoignages, courageux d'ailleurs, et le vôtre fait partie de ces témoignages,
commence à dire qu'il y a même des choses, il y a quelque chose, je ne dirais pas de pourri au royaume du Danemark, en tout cas il y a quelque chose d'ébréché au royaume de l'éducation nationale, c'est le moins que l'on puisse dire, franchement. Et vous dites d'ailleurs, c'est le titre de votre livre que je recommande, Comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants. Carrément, vous n'hésitez pas, sacrifier. C'est pas un petit mot et c'est pas un mot léger. D'abord, je voulais savoir, juste comme ça, qu'est-ce que le mot sacrifier pour vous, quand on dit sacrifier nos enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la place de les instruire, qui est la mission première de l'école. Quand on envoie ses enfants à l'école, on s'attend à ce que l'école les instruise. Et les enfants eux-mêmes, je dis dans mon introduction, ne demandent que ça. À la place, on leur farcit le cerveau avec des théories plus ou moins politiques, plus ou moins idéologiques. On prend leur temps. Le temps, c'est précieux. Une vie comme ça, on en est sûr que d'une chose, c'est d'en avoir qu'une. Le temps est très précieux et on prend leur temps. On leur fait perdre du temps à leur apprendre des choses qui ne sont pas, à mon avis, qui ne sont pas utiles et qui ne sont pas de l'ordre de l'instruction. On parle énormément d'écologie, on parle énormément d'égalité entre les hommes et les femmes, on parle énormément de laïcité, on parle énormément de tout ce qu'on met dans un grand sac qu'on appelle les valeurs de la République, comme si les petits... et à ce moment, l'instruction ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas moi, je travaille dans une école primaire, on a les élèves 6 heures par jour. C'est déjà peu, 6 heures, parce que, je sais pas, moi, faire un cours de grammaire, là, je travaille avec mes élèves sur les pronoms, ça prend des heures et des heures de faire comprendre à un enfant que un pronom personnel, ça peut être objet, sujet, de faire de l'analyse grammaticale, de faire de la littérature, de leur enseigner, voilà, les grands écrivains de leur pays, l'histoire de leur pays, la géographie de leur pays, ça demande énormément de temps. Moi, je serais ravie de leur enseigner l'informatique et de leur faire, je sais pas quoi, de l'éducation civique si j'avais beaucoup plus de temps, mais je pense que c'est des choses qui doivent se faire en dehors de l'école. Et c'est pas au rôle de l'école les parents doivent pouvoir choisir la manière dont ils éduquent leurs enfants sur ces sujets-là. Ce que vous dites, c'est que l'école, c'est l'instruction, c'est pas l'éducation. Oui, alors, de fait... On fait de l'éducation de toute façon. Quand on exige d'un élève qu'il nous dise bonjour madame, qu'il remercie, qu'il soit respectueux. Voilà, ouais. On exige d'eux qu'ils soient respectueux avec le personnel de l'école, avec les autres enseignants, avec les camarades, comme on dit. Bon, ça c'est de l'éducation aussi. Mais ce que je déplore en fait, c'est que on ait remplacé la religion. Il y a une centaine d'années, on a extirpé la religion de l'école. Sans doute à juste titre, il n'y a pas de raison non plus qu'on oblige les enfants à croire en Dieu, mais on l'a extirpé pour y faire entrer d'autres religions. C'est ça, et surtout d'autres idéologies. Voilà. Et quelles idéologies? Alors justement, on va commencer à en parler, on va faire un peu l'inventaire, parce que dans votre livre, vous faites un sacré inventaire, et je dirais un inventaire qui quand même... quelquefois, je dirais, préoccupe, et plus que ça, enfin, fait frissonner. Alors, on va commencer quand même, puisque vous avez, vos élèves ont quel âge? Entre quel âge et quel âge? Alors, cette année, moi, j'ai des CM2, c'est-à-dire des élèves qui ont, pour les plus jeunes, 9 ans, pour les plus âgés, presque 11 ans. D'accord. En début d'année, voilà, ils ont 9-10 ans. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, quand même, depuis un an, nous avions un ministre de l'Éducation nationale, il n'est plus là maintenant, qui s'appelle Pape Ndiaye, et le cher Pape Ndiaye était attentif à une chose d'abord, l'éducation sexuelle. Oui. Il fallait absolument enseigner, d'ailleurs même aux 5-6 ans, 7 ans, et pas seulement, oui. À leur apprendre vraiment tout cela. Est-ce vraiment la priorité des priorités? Il me semble qu'il y a un âge auquel on peut enseigner aux enfants ce qui est nécessaire pour ne pas avoir une grossesse non désirée ou qu'une petite fille ne soit pas surprise d'avoir ses règles pour la première fois. Il me semble que ça c'est nécessaire, mais un enfant de 5 ans, est-ce qu'un enfant de 5 ans doit entendre parler des règles de sa mère, ou est-ce qu'un enfant de 7 ans... Moi j'ai un fils qui en CM2 en rédaction, parce que moi je persiste à appeler ça la rédaction et pas l'expression écrite, a reçu comme sujet qu'est-ce que tu ferais si tu changeais de sexe? Il avait 8 ans, il était en CM2. Il est rentré un peu perturbé parce que le pauvre s'est senti châtré. Il m'a dit qu'il avait raté sa rédaction. Comme c'est un petit garçon qui parfois raconte un petit peu des bêtises, je l'ai vérifié auprès de la directrice, qui était aussi sa maîtresse, si c'était bien le bon sujet, si c'était bien ça qu'il avait reçu. Et oui. Quand j'ai demandé quel était l'objectif pédagogique, on m'a expliqué que c'était pour lutter contre les stéréotypes de genre et pour favoriser l'empathie des garçons envers les filles. Il me semble que le meilleur moyen de faire que les hommes respectent les femmes, c'est d'instruire les femmes comme les hommes, de leur donner le même bagage intellectuel, de leur offrir la même instruction. Et c'est surtout pas de demander aux hommes d'être par principe empathiques. Ça ne se décrète pas, l'empathie. Voilà, c'est quelque chose qui se gagne, c'est comme la confiance. Enfin. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que à 8 ans, on dirait voilà les stéréotypes de genre.
genre, on leur apprend les stéréotypes. Ah oui, genre. puis alors surtout, moi j'ai un petit garçon qui est pas du tout victime de ce genre de choses. Il est très respectueux avec les petites filles, il adore les petites filles. Il est très respectueux avec les petites filles, il est très respectueux avec moi, avec sa maman, je l'ai jamais surpris en flagrant délit de misogynie ou de machisme ou je ne sais quoi. Donc en fait, on présuppose d'un enfant de 8 ans, parce qu'il est un garçon, que forcément il faut le redresser déjà. Mais oui, c'est ça. Il sera de toute façon. Oui. Et puis en plus, il est blanc. Ah, il est blanc, il est même très blanc. Donc, oui, c'est grave. C'est-à-dire qu'il va être oppresseur, raciste. Il est du mauvais etc. côté, le pauvre. Ouais. Pour l'instant, il a moins de 50 ans, puisqu'aujourd'hui, il a 10 ans. Mais ça va aller vite. Hein. Non, mais alors, ça présuppose, et justement, vous en parliez, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de. C'est quoi? C'est une idéologie, à la fois le genre, le woke, l'histoire. Vous parlez de l'histoire, vous parlez de la littérature, vous parlez de tout ça, on voit très bien. Et on a l'impression que ça marche sur la même chose. Il faut que les gens, mais presque dès le berceau, soient quoi? Conditionnés, quelque part empaquetés, formatés? C'est quoi? Oui, il y a une idéologie, on va dire, pour la faire courte, de gauche, qui s'est emparée du corps enseignant, je dirais, dans les années 70. En plus, la gauche n'était pas comme ça il y a 40 ans. Alors, voilà, moi il y a 40 ans, j'avais 8 ans, donc j'ai pas tellement de points de comparaison. Mais ce que je vois moi j'enseigne depuis une vingtaine d'années. Ouais. Et j'allais dire, sont victimes de cette idéologie, pas seulement les enseignants des écoles publiques. Hein. Moi je travaille dans le privé sous contrat, qui est devenu une sorte de public bis. On a la même chose parce que maintenant tout ça est contenu dans des programmes. Dans les programmes. Et les programmes sont, sans être... on a une liberté pédagogique dans les méthodes d'enseignement, mais pas dans l'application des programmes. On est supposé les appliquer. Ouais. Donc, quand toute cette idéologie, on va dire gauchiste, encore une fois, pour résumer, parce que c'est un peu court, mais a infesté d'abord le corps enseignant, les inspecteurs, les pédagogistes, comme on dit aujourd'hui, hein, les Philippe Mérieux, Foucambert, enfin des tas de gens comme ça qui sont, pour certains, encore à la manœuvre. Quand tout ça infeste les programmes, il n'y a plus de critique, puisque les programmes, en fait, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et comme vous savez, en France, ce qui vient d'en haut, ce qui vient de l'État, c'est très respecté, parce qu'on a un pays dans lequel on aime beaucoup l'État, que l'État intervienne, que l'État s'occupe de nous, que l'État fasse la nounou. Saint-Jacobin, priez pour nous. Exactement. Alors, il se trouve que j'ai une deuxième nationalité. Je suis suissesse, par ailleurs. Et que dans mon deuxième pays, il y a un autre principe qui est le principe de subsidiarité. Donc, par exemple, en Suisse, il n'y a pas de ministre de l'Éducation nationale. Il n'y a pas de programme. Il y a des programmes qui sont très légers. Et en fait, les cantons... les cantons, non, c'est cantonal. Il y a ce qu'on appelle des directeurs de l'instruction publique. Alors déjà, ça s'appelle pas l'éducation nationale, ça s'appelle l'instruction publique. Les directeurs de l'instruction publique sont des directeurs cantonaux. Et évidemment, on adapte l'enseignement en fonction de la langue que les enfants parlent, déjà, puisqu'il y a 4 langues en Suisse. Et des objectifs de chaque canton, aussi bien sur un plan scolaire que sur le plan de l'apprentissage, puisque en Suisse l'obligation scolaire est beaucoup plus courte. On va à l'école ça dépend des cantons, mais on va dire de 5-6 ans à 14 ans. Et ensuite, on peut entreprendre un apprentissage, ce qui n'empêche pas de revenir vers des études supérieures. Voilà, en France, il y a aussi ce dogme-là, c'est-à-dire l'éducation nationale a d'autant plus de poids et de pouvoir que les enfants sont extraits de leur famille à 3 ans. L'obligation scolaire, aujourd'hui, elle court à partir de 3 ans depuis 2019, avec une quasi-interdiction de l'instruction en famille, puisque le régime qui était autrefois... Est-ce qu'elle est interdite? Oui, pratiquement, oui. En fait, en pratique, parce que autrefois, le régime était un régime de déclaration. Vous appeliez le rectorat, vous disiez, voilà, je veux garder mon enfant à la maison, je voudrais l'instruire seul. Et c'était une déclaration, et il y avait des inspecteurs qui venaient voir si vous faisiez ça correctement. Ce qui semble logique aussi, qu'on ne laisse pas les enfants en déshérence dans des familles qui ne s'occupent pas d'eux. Parce que l'instruction est un devoir envers les enfants. C'est un devoir constitutionnel. Et c'est même dans les conventions internationales. Aujourd'hui, ce régime de déclaration est passé à un régime d'autorisation. Donc il faut faire des demandes à plusieurs institutions, notamment le rectorat, mais aussi, je crois, la mairie, et expliquer pourquoi on veut instruire son enfant en famille. Alors il y a 4 motifs. Alors, si l'enfant est harcelé à l'école, etc. Mais en fait, c'est très compliqué. Et ce qui se passe, c'est que ça devient politique. C'est-à-dire que d'un département à l'autre, puisqu'il y a beaucoup de recours devant des tribunaux, d'un département à l'autre, il y a des départements qui donnent 100% d'autorisation et des départements qui donnent 100% d'interdiction.
Toujours est-il que, effectivement, la plupart des gens, ils obéissent à la directive des 3 ans, d'y aller. Et on va parler de justement ce qui se passe dans cette école. On va en parler juste après une petite pause et on va rentrer dans le vif du sujet. On va poursuivre de tout ce qui se passe à l'école avec Lisa Kameniersig, professeure des écoles et auteur de ce livre, La Grande Garderie. Et puis vous aussi au 0826 300 300. Tu n'es pas le seul, hein. Lise Kameniersig, et dans tous ses états, Lisa Kameniersig, parce que c'est vrai que ce qui se passe à l'école, on le sait déjà, mais là, il y a un très bon inventaire dans votre livre, que ce soit de l'histoire, hein, des trous dans la raquette de l'histoire, que ce soit le numérique, que ce soit évidemment l'éducation sexuelle, on pourra en parler pendant des heures, l'écriture inclusive, évidemment l'écriture inclusive, l'écologie, la hiérarchie, comment se comporte la hiérarchie, les directeurs, etc., etc., les inspecteurs, vous parlez de l'inspectrice, c'est très intéressant aussi, on va en parler. Voilà, tout ça. Et puis j'ai adoré ce titre, calme et attentif comme une grenouille. C'est une instruction, ça, presque, non ? C'est l'invasion de l'école par les méthodes de coaching, on va dire en français, de développement personnel, qui ont été d'abord pensées pour les entreprises. Alors déjà, moi, dans les entreprises, j'ai travaillé en entreprise avant d'être enseignante. Déjà, quand j'étais en entreprise, j'étais pas très conquise par ces méthodes-là, mais quand ça envahit l'école, ça pose vraiment des questions d'éthique, parce que il y a des inspirations là-dedans qui sont d'ordre... alors, il y a beaucoup de marketing, il y a des inspirations qui sont d'ordre bouddhiste, alors que je sache, nous ne sommes pas... J'ai rien contre les bouddhistes, hein, attention, mais nous ne sommes pas un pays bouddhiste. Et effectivement, alors on fait faire dans beaucoup d'écoles maintenant, alors ça a commencé au Canada, hein, cette histoire, mais ça a commencé à envahir la France, on fait faire de la méditation en pleine conscience. Là, j'ai vu dans les rayons... De quel âge, ça ? Tous les âges, et plus qu'ils sont petits, ils sont très dociles, alors c'est facile. Puis eux, ils trouvent ça rigolo, alors ils s'assoient en Bouddha, mais on leur demande quelle est la couleur de tes émotions ce matin, fais-moi un check, est-ce que tu veux faire un massage ou te faire un automassage, mais c'est du temps. Moi, je sais pas, pour apprendre à lire, à écrire, il faut des heures, il faut insister, il faut prendre son temps, il y a une progression, etc. Quand on perd 1 heure par jour à faire des massages et des automassages aux élèves, alors voilà, il y a une... Mais c'est obligatoire, ça ? Je veux dire. Non, c'est pas obligatoire, Dieu merci, mais c'est très à la mode, on va dire. Et il y a alors ce qui va devenir obligatoire, puisque Monsieur Attal a dit qu'il allait mettre ça dans le socle commun de connaissances, qui est le socle, ce qu'on appelle des fondamentaux. Ouais. Ce qui va devenir obligatoire, c'est l'empathie à l'école, l'empathie et les compétences comment il appelle ça, socio-cognitives. Alors moi, je suis très curieuse de savoir ce qu'on va mettre là-dedans, quel gros gloubi-boulga on va nous faire avec tout ça. Mais l'empathie obligatoire, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas avec des cours d'empathie qu'on va rendre les enfants empathiques. La bienveillance. Alors je voudrais aborder un autre, mais tout est lié bien sûr. Vous parlez de quelqu'un, de Génie Bigot, qui a écrit Rééducation nationale et qui a... Ah oui, non, c'est Patrice Jean l'auteur. Ah, pardon, c'est un des personnages. Oui, je confonds. Oui, peu importe. C'est Patrice Jean, voilà. Formidable. Et alors, c'est formidable parce qu'il raconte dans le roman, elle avoue sa honte quand elle confie sa honte quand elle doit avouer qu'elle enseigne au lycée André Malraux. Et elle dit ceci, je vous lis, c'est dans votre livre, on ne se rend pas compte du mal causé par un simple nom. J'ai pas compris au départ. Bon, André Malraux, c'est quoi ? C'est Hitler ? Oui. Non, ce serait tellement plus beau d'être prof au lycée Nelson Mandela ou au lycée Stéphane Hessel. Comment peut-on prétendre parler de littérature ou de justice sociale quand on se place sous l'autorité d'un pilleur de tombeaux et d'un ministre de droite ? Il n'y a rien à ajouter, presque tout le monde au pitié du chef. Alors, ça n'est pas si caricatural que ça. Les personnages de Patrice Jean dans Rééducation nationale sont très finement étudiés. Il est professeur, Monsieur Jean. Il est professeur au lycée. Donc c'est cette remarque. Alors déjà mettre sur le même plan la littérature et la justice sociale. Mais c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Tout comme dans mon livre, j'explique qu'on a créé des chaires d'écologie à l'université qui sont des chaires de littérature écologiste.
Donc c'est du lysenkisme, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la science rentre dans la politique. Littérature écologiste, c'est-à-dire on va prendre tous les adeptes de Greta Thunberg. C'est-à-dire qu'on va faire étudier aux élèves donc ça c'est des élèves d'université, on va leur faire étudier la littérature qui parle de la nature, etc. et étudier sous quel angle cette littérature peut être plus ou moins conforme à un message écologiste. Ça va très loin. C'est des élèves à qui on n'a jamais fait lire Victor Hugo, Maupassant, Flaubert et La Fontaine. Ils arrivent à l'université, on leur fait faire de la littérature écologiste. À quel moment la littérature doit-elle être quelque chose en iste? La littérature, elle doit être libre. C'est la littérature. Elle est là pour dévoiler la vérité, pour parfois appuyer un petit peu là où ça fait mal, mais enfin, c'est pas fait pour être politique. La littérature, pour ça, il y a les essais, la philosophie et la politique éventuellement. Et voilà. Et donc ce personnage de rééducation nationale, alors déjà le titre est formidable. Ce personnage représente très bien un grand nombre de professeurs. Alors je vais quand même modérer mes propos parce que je me fais régulièrement tacler, pour le dire crûment, par des collègues qui disent que je fais du prof bashing. Il reste un très grand nombre de professeurs qui résistent à ce genre de mode et qui font très bien leur travail. Non, mais on est bien d'accord. On vous laisse effectivement. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire ce travail? Mais c'est la moindre des choses. Moi, ce qui me frappe aussi, regardez l'écriture inclusive, par exemple. Qu'est-ce que l'écriture qui devient pratiquement obligatoire à l'école normale et dans certaines universités? Si vous ne présentez pas votre thèse dans l'écriture inclusive. Non, mais sur les sites de formation des enseignants, les sites officiels, qui sont des sites de l'éducation nationale, il y a un certain nombre de ces sites qui sont rédigés en écriture inclusive aujourd'hui. Donc on vous dit... Sur les sites officiels. Oui, je crois que je cite des exemples dans mon livre, mais ou dans un article que j'ai publié il n'y a pas très longtemps, il y a, je crois que c'est le site de Lille, l'INSPE, ce qu'on appelle les INSPE, c'est les anciens, autrefois c'était les IUFM. Il y a une partie de ce site qui est rédigée en écriture inclusive. Toutes les nouvelles pages sont en écriture inclusive. Donc ça veut dire qu'on dit aux enseignants, non, alors l'écriture inclusive, c'est pas obligatoire à l'école. On leur dit pas, on leur dit pas que c'est interdit. C'est pas obligatoire à l'école. Il y a que Monsieur Blanquer qui l'a fait interdire, avec, comment dire, à mon avis, une erreur d'appréciation. C'est parce que il dit qu'il interdit l'écriture inclusive, mais il s'exprime sans cesse, lui et les autres, en disant celles et ceux, les collégiennes, les collégiens, les lycéennes, les lycéens. Mais de mon temps, je suis pas si vieille, je n'ai que 48 ans, quand on disait les lycéens, je me sentais concernée. J'étais lycéenne. Il me semble que le français, en français, le masculin est englobant. Il a une valeur de neutre. Donc maintenant, on peut plus dire les lycéens. Pour parler à tout le monde, il faut dire les lycéennes et les lycéens. Voilà, celles et ceux. Mais celles et ceux, et puis vous savez, c'est arrivé en Amérique. Vous savez, je cite toujours cet exemple parce qu'il est magnifique. Quand le Congrès américain, l'inauguration, la séance d'inauguration, tous les 4 ans après l'élection, il y a une prière. Parce qu'en Amérique, on dit des prières. Et la dernière, qui a eu la plus récente, c'est quelqu'un qui a dit Amen, et il a ajouté a woman. Mais quelle inculture en plus. C'est intéressant. Voilà, Amen. C'est de l'araméen, je crois. Je vais dire, voilà. Mais c'est hallucinant parce que ce que vous dites de ce point de vue-là, c'est que quand même on essaie encore une fois d'introduire un corpus idéologique, politique, au sens le vrai du terme, pour tout le monde, pour ceux qui ne sont pas forcément, qui ont envie. Où est l'esprit critique? Oui, et alors, comme je déplore cette idéologie de gauche qui infeste l'école, je suis cataloguée maîtresse de droite. On n'a pas le droit de n'être rien quand on enseigne. On vous a pas dit fasciste, réac, non, fasciste, je crois pas. Honnêtement, je lis pas tout, mais fasciste, je ne crois pas. Mais maîtresse réac, de droite, etc. Ça, oui. On n'a pas le droit. J'ai mes opinions politiques, mais il me semble que quand on arrive dans une école, on les laisse à la porte et on instruit les enfants, on leur donne ce dont ils ont besoin pour se faire eux-mêmes leur opinion. Et ça, c'est fascinant. C'est-à-dire que le fait de ne pas être de gauche fait de moi une maîtresse de droite. Une proscrite. Oui. On va continuer à en parler tout de suite après cette petite pause. On va poursuivre cette conversation sur l'école avec Lisa Kamenirsi qui est notre invitée aujourd'hui, et puis surtout avec vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. 13h32 sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 14h avec Lisa Kamenirsi qui est notre invitée aujourd'hui. Elle vient nous voir pour son nouveau livre La Grande Garderie. C'est aux éditions Albin Michel. En fait, cette grande garderie que vous décrivez, Lisa Kamenirsi,
mais elle est formidable parce qu'elle protège. Il n'y a pas que les enfants. Il n'y a pas que les élèves, il y a aussi les fonctionnaires. Bien sûr. Et les fonctionnaires, ils sont bien protégés. Et puis justement, vous parlez de la hiérarchie, il faut faire attention aussi, et je ne dis pas, attention, il y a, comme vous avez dit très très bien, il y a des profs qui font, et beaucoup de profs, qui font formidablement leur boulot, et avec conscience, et avec, comme il faut faire dans l'instruction et la pédagogie. Mais il y a aussi des gens qui pensent à leur carrière, à leur prime, à l'avancement, etc., etc. Et pour ça, parce qu'on a eu aussi les témoignages, et vous en parlez dans votre livre, les hiérarchies, les directeurs, quelquefois, quand vous commencez à dire qu'il y a tel ou tel élève qui va pas bien, je voudrais que vous racontiez l'histoire qui vous est arrivée à vous. Vous avez dit, allez, on calme le jeu, allez, non, il faut pas aller trop loin, etc. Racontez-nous. Celle des racketteurs ? Oui. Oui. Alors j'ai surpris. C'était en dehors des heures de classe, donc c'était pendant l'étude, ce qu'on appelle l'étude le soir. On est venu me chercher parce que 2 élèves piquaient le goûter d'un 3e. Et en gros, j'ai pris les 2 contrevenants dans ma classe et je leur ai expliqué que ça s'appelait du racket. Il était en train de lui piquer son Voilà, il était en train de lui prendre son yop et je sais plus ce qu'il avait, un petit gâteau. Enfin bref. Alors l'enfant en question m'a expliqué que c'était pas la première fois que ça lui arrivait, que c'était toujours les 2 mêmes qui lui tombaient dessus et qui lui piquaient son goûter. Donc je les prends dans ma classe en dehors. Quel âge à peu près C'est des CM2, donc ils ont 10 ans. Et donc je leur explique que ça s'appelle du racket en bon français, de l'extorsion de biens sous l'emprise de la violence, je sais plus comment on dit, et que donc pour le lendemain, non seulement ils vont restituer le goûter, mais en plus ils vont copier l'article du code pénal qui parle de ça. Le lendemain matin, j'ai un de ces élèves qui arrive avec sa punition toute faite, bien avec un mot. Il a copié l'article du code pénal. Il a copié l'article du code pénal. Les parents se sont excusés, étaient très gênés de l'attitude de leur fils, etc. Et le deuxième avait un mot des parents qui me demandaient une entrevue le soir. La punition n'était pas faite. Donc j'ai reçu les parents le soir qui m'ont expliqué que je ne pouvais pas qualifier de racket l'attitude de leur fils, le comportement de leur fils, parce que en gros c'était ça qui allait le cataloguer dans le clan des enfants violents et qu'à cause de moi il n'en sortirait plus jamais. Donc en gros il fallait pas que j'appelle un chat puisque c'était ça le problème et c'était pas l'attitude de leur fils, le problème c'était la qualification que j'en avais faite. Donc bon, alors cette histoire finalement, moi j'ai dit à ces parents-là que je leur souhaitais bien du plaisir avec ce petit garçon, puisque moi c'était en fin d'année, donc j'allais le supporter encore pendant 2 semaines, mais que eux ils en auraient encore pour 10 ans sans doute au minimum. Et j'avais demandé l'exclusion temporaire de ces 2 élèves, une exclusion de 3 jours qui m'a été refusée par le directeur de l'époque au motif que si on faisait ça, il allait falloir s'expliquer avec l'inspecteur, qui va aller demander pourquoi on avait exclu ces enfants. Et moi, j'étais tout à fait capable d'expliquer à un inspecteur pourquoi j'avais demandé l'exclusion. Mais ça veut dire que le directeur n'a pas le droit d'exclure, lui, s'il n'a pas l'accord de l'inspecteur. J'imagine que quand il demande l'exclusion, il doit envoyer une note à l'inspecteur, au rectorat, pour expliquer qu'il a exclu 1 ou 2 élèves, expliquer quels sont les motifs de l'exclusion et que ça peut donner, ça peut donner suite à ça peut donner une inspection dans la foulée. Bien sûr, et donc, bien sûr. Ces élèves n'ont pas été exclus, l'un des 2 n'a pas fait sa punition. Et moi, ce que je dis, parce qu'on déplore souvent que l'école, que les élèves ne respectent plus les enseignants et qu'il soit difficile d'avoir de l'autorité sur les élèves. Mais moi, il me semble que l'autorité, c'est une question d'exemple. Qu'il suffit pas de décréter qu'on est le chef pour être le chef, qu'il faut être le meilleur, qu'il faut être exemplaire. Si soi-même on se comporte de manière, en ne respectant pas les règlements et en ne se faisant pas respecter, on peut pas exiger le respect. Et c'est ce qui se passe. Et pourtant, c'était dans un beau quartier, avec des élèves qui sont dans des familles où papa et maman s'occupent d'eux, etc. C'est pas un quartier prioritaire. On n'est pas dans une zone d'éducation prioritaire. On n'est pas avec des enfants en difficulté, etc. Là, c'est vraiment un exemple avec des élèves, on va dire lambda. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que c'est un portrait de la nation. Des parents qui s'excusaient, qui disaient c'est pas bien ce que mon fils a fait. Et puis d'autres qui disaient mais comment vous êtes en train d'enfoncer mon fils, qu'est-ce que vous faites, etc. Ou le stigmatiser. Et alors est-ce que encore une fois, il n'est pas question de généraliser, mais vous parlez aussi d'une inspectrice que vous avez eue pour une autre affaire. Alors j'en ai eu plusieurs des inspectrices, donc je ne sais pas de quelle affaire vous parlez. Alors écoutez, je parle d'une affaire où il dit vous êtes allé un peu trop loin, il faudrait que je la retrouve. Avec la littérature. C'est ça. Ah oui, parce que j'avais étudié avec une classe, là j'étais encore stagiaire à l'époque, j'avais étudié avec une classe un épisode mythologique que vous connaissez sans doute, qui est l'épisode de Thésée et du Minotaure. Que les enfants adorent. En général, la mythologie, ça marche dans des classes qui n'aiment pas lire.
il faut proposer de la mythologie. Ça marche à tous les coups. Bien sûr. Bref, je fais avec eux une séance plusieurs séances sur Thésée et le Minotaure. L'histoire de Thésée et le Minotaure. Je leur fais lire l'histoire, on en discute, on fait le portrait des personnages. C'est une histoire qui est palpitante, c'est une épopée. Et là, on me dit, donc l'inspectrice vient me voir et me dit que quand même, poser, je crois que c'était 8 questions sur Thésée et le Minotaure, c'est quand même aller beaucoup trop loin, que et elle a bien vu que l'élève du fond ne suivait pas. Alors l'élève du fond, de toute façon, pardon, mais il suivait pas grand-chose depuis le début. Avec moi ou avec une autre enseignante, c'était la même chose. Et moi, je ne peux pas faire cours que pour l'élève du fond. Il y en a quand même, 26 ou 30 autres qui ont besoin d'être nourris. Et voilà, je me suis fait, critiquer sur le choix du texte qui était soi-disant trop complexe et sur la quantité de questions que je leur posais. Alors qu'il y a évidemment, on m'a dit que dans la littérature contemporaine, jeunesse, il y avait tellement de beaux textes à étudier avec mes élèves. Je cherche encore, honnêtement, quand on voit ce qui est proposé aux enfants dans les programmes de l'éducation nationale, parce qu'il y a une liste proposée aux enseignants. Alors voilà, il y a plus Molière, il y a plus Baudelaire, il y a quoi? Alors il y a Sans culotte et sans papier. Touche pas à Charlie, qui est une histoire de SDF. Il y a, je caricature un peu, il y a des choses qui sont moins graves, mais Drôle de samedi soir, où le petit garçon se réjouit quand ses parents sortent le soir parce qu'il peut fumer des cigarettes, il a 10 ans. Il y a beaucoup de textes féministes, on remplace toujours les héros par des héroïnes maintenant. C'est vraiment, il y a très peu de classes où il n'y a pas dans l'année au moins une héroïne, vous savez, ces héroïnes de la vie quotidienne. Alors, pareil, en sciences, il faut absolument mettre en valeur les femmes, mais moi je veux bien si... Vous n'êtes pas contre les femmes, enfin, pourquoi? Non, pas du tout. Moi, je suis pour l'égalité des hommes et des femmes. Je peux dire que je suis féministe, je travaille, je suis libre, je sors quand je veux, je rentre quand je veux, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire. Mais je pense que le meilleur service à rendre aux femmes, c'est de les instruire comme les garçons et de ne pas leur faire croire qu'elles vont obtenir des choses parce qu'elles sont des femmes. Il faut être la meilleure et c'est tout. Mais alors, de ce point de vue-là, c'est intéressant par rapport... Vous avez été critique dans votre livre, vous êtes très critique avec Harry Potter, hein? Oui, alors c'est pas Harry Potter. Alors, en l'occurrence, j'aime bien je sais pas comment dire, l'écrivaine, je sais plus comment je dois dire. J.K. Rowling. Oui, parce que elle s'est fait incendier par les woke de son pays. Elle a dit qu'un homme était un homme et une femme une femme, c'est qui est terrifiant. Non, j'ai rien contre Harry Potter qu'on lit à la maison. Alors vraiment, de toute façon, je suis pas là pour vérifier ce que les gens font quand ils sont chez eux. Moi, j'ai des élèves 6 heures par jour. Ce que je dis, c'est que il y a des textes sublimes dans la littérature française, qui ne sont pas des textes traduits, qui sont des textes de notre patrimoine classique, qui sont des textes qui emportent les enfants avec eux. Chaque année, moi, je fais lire à mes élèves un petit passage des Misérables. Vous savez, le passage où Cosette rencontre Jean Valjean au puits, et puis elle le ramène chez les Thénardier, il voit les conditions dans lesquelles elle vit. Il y a les Éponine et Azelma qui sont couvertes de cadeaux, mais Cosette a rien du tout, et finalement, il lui achète une poupée, il l'emmène avec lui. Cet épisode est archétypique de ce livre-là. J'ai tous les ans entre 5 et 10 élèves qui viennent me demander de lire la suite tout seul. Et je me dis que je fais ce métier pour ça. Parce que si un élève de 10 ans me réclame Les Misérables, me dit je voudrais lire L'homme qui rit, évidemment, leur faire lire Harry Potter, c'est facile. Je suis pas cher payé, mais je crois que je serais encore trop cher payé si j'étais payé pour leur faire lire ce que de toute façon ils lisent à la maison sans moi. Oui, c'est facile. Alors évidemment, c'est pour ça qu'il vaut mieux leur apporter Victor Hugo. On est bien d'accord. Pour les enseignants, c'est confortable Harry Potter. C'est vrai. Je crois, Esteban, que nous avons... Ça fait réagir au standard puisque nous avons Mireille qui nous appelle de Narbonne. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur. Alors, moi, deux points qui m'ont fait réagir quand j'ai écouté madame expliquer un petit peu son fonctionnement. Ouais. Donc, vous dites, madame, que dans l'école, il y a de la politique, si j'ai bien compris vos propos. De l'idéologie, oui. Voilà. Alors, moi, je suis de notre temps, 70 ans. Dans les années 60, le matin, on arrivait debout, droit au bureau, pantoufles aux pieds. La sentence, il fallait la lire 3 fois. On chantait la Marseillaise tous les matins. Et à 5 heures le soir en partant, on chantait le chant des partisans. Ah ouais. Quand même. Voilà. Ouais. Donc, j'en suis pas morte. Ah ben non, mais... mes camarades de classe de l'époque non plus. Donc, on a été une génération où l'éducation était très stricte.
Par contre, là où je vous rejoins, c'est sur les fondamentaux. Les fondamentaux, en effet, manquent cruellement. Moi, j'ai enseigné à des adultes, donc j'ai vu des jeunes adultes, enfin des adultes, et j'ai vu, même avec des gens à niveau maîtrise, qui ne savaient pas faire la division sans calculette ou multiplier tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse carence à ce niveau-là. Revenir aux vrais fondamentaux, donc les bases, mais on va nous répondre, et en effet c'est un constat, nous sommes au 21e siècle, nous avons toute cette intelligence artificielle qui déboule, il y a Google, vous tapez une question, on vous répond, c'est vrai, c'est faux, mais on vous répond. Donc à quoi bon aller chercher le renseignement? Donc l'idéologie, je pense pas qu'elle y soit à l'école, j'ai des petits-enfants, je parle beaucoup avec eux. Je ne pense pas que ce soit aussi marqué que ce que vous le dites, par rapport à mon époque du moins. Vous voyez, je fais le parallèle. Ensuite, vous avez souligné le fait que vous ne compreniez pas qu'on développe l'empathie à l'école. Mais écoutez, madame, vous écoutez Sud Radio comme moi certainement tous les jours. Vous lisez la presse probablement. Et qu'est-ce qu'on entend? Irrespect, incivisme, etc., etc. Donc à un moment donné, ben oui, il faut remettre un petit peu de l'empathie quelque part. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, oui, non, mais on va vous. C'est très bien. Non, mais c'est très bien, Mireille. Lisa Kamen-Hirsi va vous répondre. Alors, sur l'empathie, je ne dis pas qu'il ne faut pas être empathique et développer l'empathie des enfants. Je dis qu'il ne faut pas que je ne vois pas l'utilité de séances et de cours d'empathie. Mais l'empathie, ça peut se développer de 1000 façons à l'école. Je pense au respect qu'on se doit les uns aux autres, à la façon dont on éduque les enfants par les petits gestes quotidiens, etc. Je pense aussi que la littérature, par exemple, est une façon de vivre d'autres vies que la sienne. Et que l'empathie peut passer par là aussi. Quand on lit justement l'histoire de Cosette, c'est une histoire empathique. On ne peut pas ne pas être ému par l'histoire de cette petite fille. Je pense que prendre du temps aux enfants pour faire 1 heure d'empathie par semaine, j'espère que ce ne sera pas 1 heure par jour, je pense que c'est leur voler du temps. Je pense que plus on en fera, et voilà, je pense aussi que plus on en fera, moins ça marchera, parce que ils sont pas stupides, les enfants. Ils voient qu'on leur vole du temps. Ils voient qu'on les dépossède de l'héritage auquel ils ont droit. Ils savent qu'ils sont à l'école pour être instruits et pas pour qu'on leur serine tu dois être gentil avec ton camarade. Pardon, j'ai pas fini. J'ai été à l'école, j'ai fait des études supérieures, je suis ingénieure pédagogique, j'ai fait psycho et sociologie. Donc je crois qu'un petit peu, j'ai un regard sciences de l'éducation là-dessus, mais vous devez pas être dans ce schéma-là. Il me semble qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous évoluons, elle ne me satisfait pas, loin de là, mais c'est un constat. Donc dans la société dans laquelle nous évoluons, quand on voit tout ce décharnement de violence, de propos injurieux, même au sein de l'Assemblée. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'empathie. Mais justement, c'est toute la société, madame. Aux enfants, si on n'apprend non, mais attendez, Mireille, est-ce que je peux vous j'interviens. Non, mais on voit très très bien. Mais je crois que le problème, c'est que, excusez-moi, si dans la famille on leur apprend pas des choses, c'est pas l'école qui va remplacer la famille, Mireille. Vous le savez très bien. Je ne dis pas ça. Non, mais ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais petite, 6 ans, 7 ans, 8 ans, etc., petite école, les différentes maîtresses dont je suis capable de dire encore les noms, tellement elles ont marqué ma vie, et Dieu merci. Donc, à cette époque-là, si je reprends les termes de madame, on nous prenait du temps pour nous faire chanter la Marseillaise tous les matins, lire la sentence 3 fois, chanter. Mais non, mais c'était une autre forme. Mais si vous voulez, c'était 1 heure de moins en tout sur le programme journalier. Mais la Marseillaise, c'est de l'histoire. Pardon ? La Marseillaise, c'est aussi de l'histoire, madame. Oui. Non, c'est notre histoire, c'est notre hymne national. Je n'ai rien contre la Marseillaise. Non, mais je crois que vous n'êtes pas. Non, mais je crois que vous n'êtes pas en désaccord. Non. Le problème, Mireille, c'est qu'on n'est plus, et je ne dis pas que c'est pas bien, on n'est plus dans la même époque. Et dans la on n'est plus dans la même époque. Voilà. C'est ce que je dis. Et donc, il faut développer quand même le respect, l'empathie, s'accepter les uns les autres avec nos différences. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait un lieu. Je dis pas que l'institut, moi je dis instituteur, institutrice, maîtresse d'école, le professeur d'école, le pédagogue, l'accompagnant.
celui qui a cette responsabilité de donner un savoir, de transmettre une envie, de transmettre des connaissances, bon, ça c'est formidable comme boulot, c'est susciter des vocations, etc. Mais je crois qu'aussi, à un moment donné, quand on sait pertinemment que dans nombre de familles, malheureusement, ces enfants n'ont pas cet accès à la non-violence. Nanana. À un moment donné, il faut qu'il y ait un relais. Je comprends. Écoutez, pour moi, c'est clair. est important. Ça se complète. En fait, ce que dit Mireille, c'est qu'elle pense que, eu égard à ce qui s'est transformé dans les familles, etc., il y a un enseignement à faire du civisme, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas effectivement, appelons pas ça bienveillance ou empathie. Mais il y a de l'éducation civique à l'école. Voilà, et c'est ça qui est important, c'est l'éducation civique. Mais ça, j'ai aucun problème avec ça. Voilà, je crois que c'est ça. On a qui d'autre? On continue de prendre vos appels au standard 0826 300 300. On marque une courte pause sur Sud Radio. À tout de suite, retour sur Sud Radio. On était ensemble jusqu'à 14h. Nous sommes toujours avec Lisa Kamen-Yersig, professeure des écoles et auteur de ce livre, La Grande Garderie, aux éditions Albert Michel. Et puis nous sommes avec Guy de Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour André Bercoff, bonjour madame, bonjour messieurs. Oui, donc j'ai 73 ans, j'ai été président d'une association de parents d'élèves représentant l'une des 2 plus grosses associations de parents d'élèves de France, des années 98 jusqu'en 2005, et je rappelle que j'avais été coopté. J'avais jamais demandé à être président. D'accord. Et j'ai été coopté lors d'une assemblée en début d'année, parce qu'il fallait élire un nouveau président ou une nouvelle présidente. Voilà, bon, donc c'est... Parlons du fond, cher Guy. Le fond est le suivant. C'est que moi, je suis resté sur des façons d'agir, d'instruction qui sont très pertinentes. Le respect de l'autre. On reste pas dans du civisme, par exemple. Donc on a été obligé, avec la secrétaire générale, d'intervenir à l'encontre de grands frères qui se permettaient d'agir à l'encontre du professeur, qui leur faisait des menaces parce que le petit frère avait été puni. Donc nous, on montait au credo. On disait, c'est très simple, l'éducation nationale va peut-être vous attaquer si vous attaquez ce professeur, mais nous porterons partie civile. Ouais. Et ça secouait. Ça, c'était le... Voilà. Donc il faut une prise de conscience, et surtout, on s'était rendu compte que les familles n'avaient plus de relations, bien souvent, avec leurs enfants. Ça, c'était très grave. On voyait la déliquescence de la famille. Bien souvent, des familles monoparentales. Beaucoup de familles monoparentales. Et puis, surtout, d'origines totalement différentes des origines que j'avais connues, moi, quand j'étais enfant, quand j'étais dans le primaire, voire même dans le secondaire. Ça, c'était un très gros problème. La compréhension, l'éducation n'est pas la même au-delà de la Méditerranée et par rapport à notre pays. Voilà. Absolument. D'accord. C'est très, très, très dur. Oui, c'est Guy, c'est-à-dire ça. En fait, c'est une réalité sociologique qui est là et que Guy expose. C'est vrai. Ah oui. Ça, on ne pourra pas, si les parents ne font pas leur boulot, leur travail. Vous aurez beau faire ce qu'il faut, madame, vous ne ferez que peut-être compenser quelque peu, mais la nature a horreur du vide, donc ce sera, les parents ne faisant rien, ce sera détruit. C'est très juste ce que vous dites, et sur ce point très précis. Si mon livre s'appelle La Grande Garderie, c'est aussi parce que le monopole de l'éducation nationale a dépossédé et dépossède tous les jours les parents de leur choix d'établissement. C'est-à-dire qu'en gros, on prend un môme à 3 ans dans sa famille, on le rend à 16 ans à sa famille, il passe 26 à 30 heures par semaine à l'école, et par, on va dire, le monopole financier, puisque quand vous payez vos impôts, ces impôts sont redonnés à une école publique ou à une école privée sous contrat, puisque les enseignants des écoles privées sous contrat sont payés par l'État. Finalement, les gens ne peuvent plus choisir. Si l'école de leurs enfants ne leur convient pas, qu'est-ce qu'ils ont comme choix? Ils ont comme choix de l'envoyer dans une école privée hors contrat, qui coûte beaucoup plus cher, puisque les salaires des enseignants n'y sont pas payés par l'État. Donc il y a très peu de familles qui peuvent se permettre ce genre de choses. C'est pour ça que je plaide, je ne suis pas la seule, pour un système de financement différent, qui serait un système basé sur la restitution de l'argent public aux gens qui ont des enfants, qui pourraient choisir, avec un système de chèque éducation par exemple, ou de compte épargne éducation, l'établissement dans lequel ils peuvent mettre leurs enfants. Ce qui fait qu'ils seraient non seulement libres du choix de l'école, mais en plus responsable du choix de l'école. Et donc, il ne pourrait plus dire c'est l'école qui ne les éduque pas, c'est l'école qui ne fait pas son boulot, etc. En tout cas, c'est une proposition absolument à lancer, qu'on reprendra et avec vous. Merci Lisa Kamen-Yersig, parce que effectivement, lisez ce livre, il pointe
très 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 bien les défauts de la cuirasse. Et il y en a des défauts. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre, La Grande Garderie, aux éditions Albin Michel. C'est disponible en librairie tout de suite.